Bonjour à tous et merci de suivre le 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. L'unité d'action syndicale UAS dit non à l'instauration de l'UITS sur les primes et les indemnités des travailleurs. Annonce faite hier lors de son assemblée générale à Ouagadougou. Les responsables de l'UAS entendent commémorer le 3 janvier sous les signes de la lutte contre la remise en cause des droits des travailleurs. Des détails dans un instant. Et puis, immigré au départ, Désiré Bazier est aujourd'hui un poids lourd de la production de vin en Italie. Nous irons à la découverte de ce Burkinabé et de son entreprise qui pèse aujourd'hui plus de 100 millions de francs CFA. Réunis en assemblée générale hier à Ouagadougou, les responsables de l'unité d'action syndicale ont analysé la situation nationale marquée par l'insécurité et l'introduction de nouvelles taxes au Burkina. L'UAS s'est insurgée contre l'instauration de l'UITS sur les primes et les indemnités. Elle entend se mobiliser le 3 janvier pour défendre les intérêts des travailleurs et des populations. Le point avec Sié Dilareyen et Maïmouna Traoré. 300 responsables des structures membres de l'Union d'action syndicale des 13 régions du Burkina Faso ont pris part à cette deuxième Assemblée générale nationale. Ces responsables de l'UAS ne décolèrent pas, disent-ils, face à la remise en cause des droits et acquis des travailleurs, l'application unilatérale de l'assurance maladie universelle ainsi que l'instauration de l'UTS sur les primes et indemnités. Sur la base de simulation des dispositions que prévoit le gouvernement sur cette question, l'exposé a montré que, premièrement, pour les fonctionnaires de catégorie P1, P2, U, A et B, l'impact additionnel des nouvelles dispositions, écart de surplus d'UTS à payer, varie respectivement par mois de plus de 175 000 à 6 000 francs CFA. Les petites catégories C, D et E n'en seront pas épargnées avec des augmentations d'UTS de plus de 5 700 à 1 000 francs CFA. Pour certains corps bénéficiant d'indemnités spécifiques, l'impact sera encore plus important. Pour les travailleurs du privé, le rehaussement des tranches d'exonération des indemnités n'a pas d'impact significatif sur l'UTS à payer. À cette question, il faut ajouter d'autres taxes et impôts. L'Assemblée générale a examiné les préoccupations importantes de l'heure du mouvement syndical. Il s'agit entre autres du blocage de la révision du Code du travail, de la non-mise en œuvre d'engagements importants du gouvernement. Selon l'UAS, la situation nationale est marquée par une aggravation de la situation sécuritaire et une multiplication des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales. L'Assemblée générale entend relancer le gouvernement pour la reprise de la rencontre gouvernement-syndicat avec au centre la revendication sur l'UTS. L'UAS appelle donc ses militants à la mobilisation pour la défense des intérêts des travailleurs et des populations. Dans cette dynamique, ils se sont donné rendez-vous le 3 janvier prochain pour la commémoration du soulèvement populaire de 1966. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale à Ashkroun a rencontré les travailleurs qui ont perdu leur emploi suite à l'application du programme d'ajustement structurel au début des années 90. Les échanges ont particulièrement porté sur les préoccupations de ces travailleurs déflattés qui attendent réparation. Les 3 jours de discussion ont permis de dégager des pistes de solutions, ce qui fait renaître l'espoir chez ces travailleurs. Amado Ilboudo, Sanoua, Christine Koulibaly. Ils sont des travailleurs dits déflattés suite au programme d'ajustement structurel PASS. Face à eux, Basile Kissou et Bonoudaba Dabiré, 2 acteurs clés de la mise en œuvre du programme, considérés à tort ou à raison comme un bradage du patrimoine national au détriment des travailleurs. Sous la houlette du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, ils se parlent pour dégager une compréhension partagée du PASS afin d'aller vers des propositions de solutions aux préoccupations des travailleurs. Nous avons beaucoup appris. Et par rapport à ça, nous espérons que tout ce qui a été dit va nous permettre d'avoir des éclaircissements sur notre dossier et de parvenir vraiment à un traitement rationnel, judicieux et diligent.
Un traitement rationnel du dossier, voilà qui anime également le H-Kroon, qui dit avoir reçu des échanges de 3 jours, les pièces manquantes, pour avancer dans le dossier. Il reste de regarder chaque situation, d'analyser et au bout du compte, de prendre le chemin qui va apparaître au H-Kroon, être celui qui, 1, tient compte évidemment des cas qui sont traités, des torts qui ont été causés, pour faire les propositions, et 2, de faire en sorte aussi que dans le traitement, nous puissions faire des propositions qui ne fassent pas oublier l'aspect de réconciliation nationale. En rappel, ils sont plus de 7000 travailleurs, tous secteurs confondus, à avoir vu leur vie professionnelle basculer du jour au lendemain suite au pass. 7000 travailleurs qui attendent tout ou reliquat, soit des droits légaux, soit des indemnités spéciales de licenciement ou tout simplement l'application des décisions judiciaires. Gérer les affaires publiques dans la transparence et rendre compte de sa gestion, c'est ce principe que défendent les organisateurs de la 2e conférence nationale sur la redevabilité et la bonne gouvernance, culture de la transparence et de la redevabilité pour une cohésion sociale au Burkina Faso. C'est sous cette thématique que se tient l'édition 2019 dont les travaux ont débuté ce matin à Ouagadougou. Bernard Kambelem, Peggy Ouedraogo. Le conseil municipal de Saba rencontre. Bien plus qu'une exigence, elle est un devoir de gouvernance. La redevabilité est pour une seconde fois au centre d'un cadre de réflexion auquel participent gouvernants et gouvernés. La conférence nationale sur la redevabilité sociale est voulue cette année pour susciter la culture de la transparence. Nous sommes comme toujours dans une jachère, parce que vous savez, dans l'administration publique, c'est plutôt la culture du secret qui prévaut. Alors, quand on sait que c'est un champ commun, il est bon qu'autant de citoyens que nous sommes, nous pouvons nous mettre ensemble pour construire notre pays. Et si nous devons nous mettre ensemble pour améliorer la gestion de la chose publique, il ne devrait pas avoir des secrets d'une certaine nature. La bonne foi de l'État est ici affichée. La conférence est placée sous la présidence des plus hautes autorités nationales. Aussi, le projet de gouvernance économique et de participation citoyenne se veut une autre preuve. Un fonds d'intervention rapide en faveur des OSC est mis en œuvre pour porter des projets innovants sur la participation citoyenne. Les travaux de cette conférence nationale sur la redevabilité et la transparence vont durer 2 jours. Outre le thème central, les communications vont également porter sur l'offre de redevabilité, les mécanismes de gestion des plaintes et le suivi de l'offre du service public. Le maire de la commune de Saba s'est prêté à cet exercice de redevabilité devant les populations de sa commune. Il a dressé le bilan à mi-parcours des actions entreprises par le conseil communal. Il a rendu compte de l'utilisation du budget, des infrastructures réalisées et des projets en cours de réalisation pour le développement de la commune. Le point avec Issa Kafando et Olopoda. Le conseil municipal de Saba rend compte de ces 3 années de gestion aux populations de cette commune rurale. Un exercice de redevabilité marqué par la présentation publique du bilan à mi-parcours. De 400 millions de francs CFA en 2016, le budget de la commune est passé aujourd'hui à plus d'1,5 milliard de francs CFA avec des investissements dans de nombreux secteurs de développement. Et sur la question de l'expropriation des terres par les promoteurs immobiliers, le maire de Saba rassure. Au niveau de la commune de Saba, nous avons travaillé toujours à sensibiliser les acteurs, que ce soit les propriétaires terriens, et à tous les moments que ce soit, par rapport à la sécurisation foncière et par rapport à l'établissement des actes de possession foncière pour leur permettre de sécuriser leurs espaces. De l'éducation à la santé, en passant par la protection civile et les infrastructures socio-économiques, c'est un bilan jugé satisfaisant dont se félicite le maire et son équipe qui voient en cette participation massive le signe de maturité d'une population soucieuse de son développement. Sur tous les investissements qu'il a parlé,
soit les écoles, soit le côté de santé. Vraiment, c'est très, très, très important. Aucun domaine n'a été oublié, et ce qui est un motif de satisfaction pour nous. Et même nous, en tant que jeunes, des permis de conduire nous ont été donnés, et en matière d'éducation, nous en avons accompagné. Donc je pense que le bilan est très positif. Le Conseil promet pour sa part de perpétuer cet exercice de redevabilité qui sans doute permet la promotion d'une participation citoyenne et le renforcement de l'implication de l'ensemble des forces vives pour bâtir une cité émergente à travers un développement participatif de la commune de Sahaba. Après 4 années de fonctionnement, le système d'information énergétique de l'UEMOA a mis en place une plateforme web qui diffuse la situation énergétique au sein de l'Union. Les acquis et les innovations de ce système d'information énergétique sont au centre d'un séminaire national de capitalisation. Le point avec Roger Kam et Sekou Zango. C'est un séminaire national 2019 qui présente les résultats du système d'information énergétique du Burkina. Et à cette rencontre, les acteurs clés du domaine de l'énergie bonifient les résultats engrangés. Il y a le portail web qui est déjà mis en place. Il y a déjà donc les mécanismes qui sont déjà développés au niveau donc du ministère. Nous avons déjà fait un séminaire en amont au niveau donc du ministère pour préparer tout cela. Et je pense que tout cela nous a permis déjà de mettre en place une base de données. Ce sont des avancées significatives qui vont nous permettre l'un dans l'autre de pouvoir donc nous intégrer dans l'espace d'information énergétique sous-régional. Et cela va nous permettre de consolider les acquis que nous avons, mais aussi de nous projeter vers l'avenir de façon sereine. Les données statistiques sont importantes pour la planification en vue d'atteindre l'accès universel à l'énergie. Et ce séminaire entend pérenniser les acquis du système d'information énergétique du Burkina. Le projet Système d'information énergétique est mis en œuvre par l'Organisation internationale de la francophonie. Il est sous la tutelle de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat adapte ses services à l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il vient de mettre en place une plateforme virtuelle appelée Portail d'entrée au Burkina. L'objectif est d'attirer les investisseurs et de faciliter les affaires à travers l'accès en ligne de certains documents de commerce. Le lancement du portail avec Herman Toé. Le portail d'entrée au Burkina, désormais fonctionnel depuis ce 17 décembre. C'est un espace virtuel qui vise à moderniser les services publics du ministère en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Le lancement officiel de ce portail vise à attirer les investisseurs au Burkina et pour sa phase pilote, 3 axes sont disponibles. Il s'agit du certificat d'origine des marchandises, de l'autorisation spéciale d'importation et de l'autorisation d'exercer le commerce en ce qui concerne les étrangers. Selon le ministre Aruna Kaboré, le portail d'entrée au Burkina va aussi permettre la traçabilité des traitements des dossiers, la sécurisation et la consultation des documents, la soumission à distance des formalités, sans oublier le gain de temps. Il est accessible en un clic sur le site www.peb.bf. Il a immigré de façon clandestine en Italie, mais est aujourd'hui à la tête d'une entreprise de production de vin. Désiré Bazier fait partie des meilleurs producteurs de vin de Massa Centro, une localité située à plus de 500 km de Rome. Son chiffre d'affaires avoisine aujourd'hui les 100 millions de francs CFA. Comment ce Burkinabé en situation irrégulière au départ est-il devenu un homme d'affaires important dans son pays d'accueil? Élément de réponse avec Adama Guetti et Marcel Tou. Massa Carrara, ville italienne reconnue mondialement pour sa production du marbre, mais également pour sa production du vin. Dans ce domaine se démarque Désiré Bazier avec sa marque de vin Nyenenga. Du vin rouge, du vin blanc, il en a fait son gagne-pain quotidien depuis une dizaine d'années. Quand je suis arrivé ici, je me suis engagé vraiment à faire de la formation professionnelle
pour apprendre comment faire le vin. Je savais déjà travailler la terre, mais le vin, je ne le savais pas. Et j'ai essayé de faire tous les cours possibles, aller à l'école et à me former normalement pour avoir la capacité de faire le vin et le faire bien. Venir faire les petits boulots pour nous, les jeunes noirs ou bien un Africain, ça n'existe plus. Il n'y a plus de place pour les noirs ici. Pour venir chercher, comme nos parents le faisaient avant, on vient, on nettoie la maison et on essaie de faire des petits boulots pour gagner de l'argent pour repartir. Parce que ici, la situation est telle que les Italiens, et même ils le partagent entre eux. Dans son entreprise familiale, Désiré Bazier peut produire jusqu'à 6 000 litres de vin par jour en fonction des besoins de sa clientèle. De par son activité, la famille Bazier force l'admiration des Italiens. Les Européens eux-mêmes, ils sont d'abord étonnés de voir un Africain qui arrive de l'Afrique sans rien et qui se met à faire du vin et à faire le vin et à compétir avec eux. Parce que mon vin va à faire des compétitions avec eux. Et je rentre dans le... Je ne peux pas être le dernier, mais je suis parmi les meilleurs souvent. Que nous sommes ici en tant qu'Africains, vous savez qu'il y a souvent on est marginalisé. Mais quand tu vois des nationaux du pays qui enlèvent le chapeau pour te saluer et qui te disent bravo, bravo, déjà ça te fait bien dormir des gens. De sa fabrique à sa cave, l'entreprise Bazier pèse près de 100 millions de francs CFA. Au-delà de créer de l'emploi pour d'autres immigrés, notamment burkinabés et guinéens, Désiré Bazier nourrit aujourd'hui une seule ambition, celle de s'installer également au Burkina Faso. Exécuté au Mali et au Burkina, le projet de renforcement des capacités des OSC pour le respect des droits de l'enfant tire à sa fin. Les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre sont réunis à Ouagadougou pour faire le bilan des actions menées en faveur du respect des droits des enfants dans ces deux pays. Le point avec Issa Kafando et Estelle Judith Assorba. Lancé au Burkina Faso et au Mali en 2017, le projet de renforcement des capacités des OSC pour le respect des droits de l'enfant RECORD s'achemine vers sa fin. C'est un projet dont l'objectif est de contribuer au respect des droits de l'enfant dans 11 localités du Mali et 2 localités du Burkina Faso, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. 3 années après son exécution au sein des communautés bénéficiaires, les acteurs sont réunis ici à Ouagadougou pour dresser le bilan et songer à l'après-RECORD. Il y a eu la mise en place des clubs d'enfants. Il y a eu des sensibilisations sur la protection de l'enfant. Aujourd'hui, dans ces communautés, la notion de droit de l'enfant est bien connue, alors qu'au début du projet, ce n'était pratiquement pas connu. C'est donc dit qu'il y a eu beaucoup de changements au sein des communautés grâce à la mise du projet RECORD. Nous espérons d'abord que les communautés vont pérenniser le travail qui a été fait, mais bien sûr, SOS va continuer à les accompagner quand bien même on se retire. Le partage de ces résultats se fait ici avec les différentes parties prenantes, SOS Mali, SOS Burkina et SOS France. Alors en 2020, les équipes de SOS Village d'enfants Mali et Burkina vont continuer quand même à suivre les communautés, même s'ils se retirent des communautés, ils vont quand même continuer à suivre les activités collectives et communautaires qui ont été mises en place en 2020. Donc c'est vraiment une phase de transition et de consolidation. Et ensuite on va travailler sur l'après-projet, donc on va concevoir un nouveau projet avec le Burkina, de pluriannuel qu'on va soumettre à l'Agence française de développement. Avec le Mali, on va aussi poursuivre le développement des programmes de renforcement de la famille dans de nouvelles localité à partir de... Voilà, on va construire ça progressivement en 2020 pour des mises en place en 2021. À l'issue de ces échanges, ils se déporteront à Rumtenga, c'est à Ouagadougou, pour visiter les investissements productifs réalisés dans le cadre du projet RECORD. La certification ISO version 2015 de la LONAB et la deuxième assemblée générale de l'unité d'action syndicale UAS sont les deux grands sujets traités par les parutions de ce jour. La revue de presse est signée Herman Toé. L'argument de manque de ressources pour pressurer les travailleurs n'est pas fondé selon Bassolma Bazier à propos de l'UTS, affiche à sa une le journal Le Quotidien. C'est à l'occasion de l'Assemblée générale de l'unité d'action syndicale UAS tenue ce 18 décembre à la Bourse du Travail de Ouagadougou, précise le journal. Cette assemblée s'est penchée sur des préoccupations, notamment l'évolution de la situation nationale et l'application de l'UTS sur les revenus des travailleurs. Le journal indique que pour le fonctionnaire de la catégorie P1 à la catégorie B, les retenues varient
entre 175 000 et 6 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout, les travailleurs doivent s'apprêter à supporter l'assurance maladie et bien d'autres taxes. Le journal Le Pays lui qualifie cette assemblée générale de sévères réquisitoires de l'UAS contre le pouvoir. Le mouvement syndical ne comprend pas pourquoi le pouvoir appelle à une trêve sociale et à un effort de guerre. Pendant ce temps, il soumet les masses laborieuses à une pression fiscale. L'UAS regrette également la montée de la corruption et le pillage des ressources nationales, conclut le journal. Bonne nouvelle pour la LONABÉ, loterie nationale burkinabé dont le management de la qualité a été reconnu et certifié à la norme ISO version 2015, nous indique Sidouaya. Avant d'obtenir cette reconnaissance de l'Association française pour la qualité, la LONABÉ a dû franchir plusieurs étapes, notamment l'élaboration d'une politique de qualité et la réalisation de plusieurs audits internes. La certification est valable pour 3 ans et aujourd'hui au faso des conseillers, ce n'est pas un acquis, elle est plutôt une interpellation à garder le cap haut afin de ne pas perdre. Terminons cette fois-ci par cet anniversaire. Notre confrère l'Observateur Palga célèbre le numéro 10 000 de sa parution. Le journal revient sur les grandes lignes de l'histoire de sa parution d'hier à aujourd'hui. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.